Les questions de sécurité et de gouvernance ont été débattues par les participants de l'Assemblée citoyenne des peuples d'Afrique de l'Ouest. Le chef de gouvernement a présidé la cérémonie de clôture de cette rencontre avant de recevoir une copie de la déclaration de Bamako. Le 24 février était la journée commémorative de la bataille de Diéna. Une résistance héroïque à la pénétration coloniale française a été faite dans cette localité, dans le cercle de Blas. 131 ans après, les vestiges de cette bataille sont encore présents à Diéna. Masques Dogon, on en parle ce soir dans la chronique Culture et Société. Ces masques sont des outils de communication dans le milieu dogonon. Ils reflètent la richesse de l'histoire. Et ce soir, nous recevons comme invité Abdelkader Maïga, président de la coalition contre la partition du Mali, Mali Tekla. Avec lui, nous allons évoquer la situation socio-politique du Mali. Bonsoir, monsieur Maïga. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau et je vous reviens dans un instant. Merci. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a présidé hier la clôture de l'Assemblée citoyenne des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agissait pour les participants de parler des questions de sécurité et surtout de gouvernance. L'initiative est de l'Union des jeunes pour la paix. Reportage à Youssouf Diakité. Les États-Unis d'Afrique, un devoir de génération. Voilà la principale question débattue par les participants à l'Assemblée citoyenne des peuples de l'Afrique de l'Ouest, mais avec une mention spéciale sur les questions de gouvernance et de sécurité. Le moment était solennel en remettant au chef du gouvernement par les participants venus d'Afrique, d'Amérique et d'Europe ce qu'ils ont appelé la déclaration de Bamako. Nous nous engageons à mutualiser nos efforts pour que plus jamais la société civile d'un pays de la sous-région ne soit amenée à mener seule le combat pour la défense de la démocratie et pour le salut de l'intérêt de son peuple. Réformer et harmoniser notre système éducatif et l'adapter aux réalités socio-culturelles de nos pays. Développer le concept de pays frontières. Dans ce combat d'unification de l'Afrique, disent les organisateurs, les femmes occupent une place stratégique. Il y a eu à peu près 4 panels, n'est-ce pas, qui ont eu à travailler sur les thématiques de paix, de sécurité, qui ont eu à travailler sur la monnaie, qui ont eu à travailler sur vraiment le développement, qui ont eu à travailler également sur la démocratie, qui ont eu à travailler sur la gouvernance dans nos États. La société civile africaine, faut-il le rappeler, a activement participé aux travaux et a insisté sur l'indépendance totale de l'Afrique avec une gouvernance organisée qui répond aux aspirations du peuple. Ça me rappelle exactement le jour où des grandes personnes comme Modibo Keïta, les Julius Nyerere se sont réunis pour dire qu'il faut aller à l'Union africaine. Et aujourd'hui, les jeunes Africains, cette nouvelle génération qui travaille et pour la paix, et pour la justice, et aussi pour la démocratie réelle, se sont réunis aujourd'hui au Mali pour reprendre le flambeau. Le Premier ministre, président de la cérémonie, après avoir salué l'initiative de l'UJPN, estime qu'il faut multiplier des espaces du genre pour aller à la matérialisation des États-Unis d'Afrique. Et c'est possible, dit-il, avec la nouvelle génération. Je voudrais dire à nos frères africains qu'ils viennent de poser un acte hautement historique. Rarement, événement politique aura une dimension panafricaine aussi importante que cette assemblée citoyenne des peuples d'Afrique de l'Ouest. Que dire? Des Africains d'autres parties du continent sont venus. Des citoyens d'autres pays non africains sont venus pour penser l'avenir de l'Afrique de l'Ouest, l'avenir de l'Afrique. Toutes les grandes nations que vous voyez aujourd'hui dans le monde ont connu dans leur histoire des périodes difficiles, des périodes de tragédie, des périodes de chute, des périodes d'humiliation et même des menaces de disparition. Comment elles s'en sont sorties? C'est lorsque des patriotes, des hommes et des femmes, quelques-uns souvent, se sont retrouvés pour montrer la voie
des prestations d'artistes, des intervenants venus de pays frères du continent, les mouvements amis, chacun à travers son canal de communication véhicule le même message, la matérialisation de ce rêve africain, les États-Unis d'Afrique. Et le ministre du Développement rural a effectué une visite à Dioïla pour constater les efforts de plusieurs coopératives maraîchères de la localité. Il a aussi visité plusieurs coopératives. Il s'est aussi rendu dans une plantation de bananes dans le village de Noufoura et une ferme agricole à Werekela. Envoyé spéciaux à Dioïla, Mamadou Fane et Djeliba Kandiabati. La souveraineté alimentaire au cœur des préoccupations du gouvernement de la transition. Pour atteindre cet objectif, toutes les initiatives sont encouragées par les autorités maliennes. C'est dans ce cadre que le ministre du Développement rural a visité les coopératives Balimaya, Benkola et celles des femmes maraîchères du centre d'apprentissage dans la région de Dioïla. Toutes ces coopératives visitées ont les mêmes préoccupations. Nous avons un stratégie hybride dans notre champ. Donc il nous manque énormément de l'eau. On est obligé même de réduire la superficie, les peu d'eau qu'on a, pour qu'on puisse utiliser ça très capitalement. Ensuite, il y a la divulgation sauvage aussi des animaux. Les haies vives, ça ne suffit pas. Donc il faut renforcer avec des grillages. Les femmes sont obligées d'aller payer les condiments à Bamako pour ravitailler les marchés. Notre grand souci est que nous-mêmes, nous arrivons à produire suffisamment pour mieux fournir les marchés locaux. On doit les encourager pour leur dévouement. Mais il faut reconnaître qu'on ne peut pas faire cette activité sans disposer de l'eau. Les puits qui sont là ne sont pas très opérationnels. Les fourrages aussi ont des problèmes de fonctionnement. Donc ça, c'est le problème fondamental. Le ministre a ensuite visité une plantation de bananes à Noufoura à 25 km de Dioïla. Une plantation dont le promoteur est confronté à un problème de commercialisation. Il s'est également rendu à la ferme de Mahamadou Nimaga qui exploite 50 hectares à Werekela. Aujourd'hui, il est un cas de réussite qu'il faut essayer de montrer aux hommes d'affaires, qu'il faut essayer de montrer à la jeunesse que la terre aujourd'hui peut nourrir son homme. Nimaga l'a prouvé. De commerçant à industriel, d'industriel à agro-pasteur, d'agro-pasteur à industriel encore. Donc c'est un exemple vraiment à suivre. Cette visite du ministre du Développement rural à Dioïla a été aussi marquée par une rencontre avec les services techniques de la région pour partager leurs préoccupations et apporter des pistes de solutions. Il a aussi rendu une visite de courtoisie aux légitimités traditionnelles de Dioïla. En troisième région, le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social était ce dimanche à Sikasso pour s'assurer du bon déroulement du concours d'entrée à la fonction publique dans le centre de Sikasso, un centre qui regroupe plus de 300 candidats des régions de Sikasso, Bougouni et Koutchala. Le reportage de Moustapha Doumbia et Amadou Dolo. C'est une visite de la ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social pour s'assurer du bon déroulement du concours d'entrée à la fonction publique dans le centre de Sikasso, le lycée Monseigneur Didier de Monclos, un centre qui reçoit 311 candidats pour cette journée du 27 février. La délégation ministérielle s'est rendue dans chacune des 5 salles pour encourager les candidats et les rassurer des dispositions prises par l'État. Nous avons parlé d'équité. Nous avons parlé de justice, nous avons parlé de transparence. Ça, ce sont les mots-clés qui sont retenus pour le concours de cette année. Et c'est à cela que les plus hautes autorités de la transition tiennent. Rassurer les candidats qu'il n'y aura pas de tricherie, il n'y aura pas de fraude. Et seul le mérite va être récompensé. Les épreuves du jour concernent les ingénieurs et les techniciens de l'informatique, ainsi que les administrateurs et les techniciens de l'action sociale. Si certains candidats sont à leur première tentative, d'autres sont à leur deuxième, voire troisième tentative. Des candidats qui sont dans l'ensemble confiants. C'est ma deuxième fois de faire le concours. Avec les nouvelles autorités, on a confiance à ce que les choses se fassent de façon transparente et claire. On a confiance. Je peux dire que cette année, vu la position, la situation, les conditions qu'eux-mêmes ils ont lancé le concours, les choses vont être vraiment par ordre de mérite. Avant de quitter Sikasso, la délégation ministérielle a rendu une visite de courtoisie aux notabilités de Sikasso.
Sur un tout autre plan, l'armée de l'air s'apprête à renforcer sa capacité opérationnelle. Des aides techniciens viennent de boucler quelques mois de formation pour le certificat d'aptitude aéronautique numéro 1. Al-Jumatina. Sélectionnés au terme d'un test pour la formation du certificat d'aptitude technique aéronautique numéro 1, les 24 éléments, dont 4 sous-officiers, sont désormais prêts à renforcer la capacité opérationnelle de l'aviation. Les stagiaires ont fait 2 mois de formation militaire et 4 mois de recyclage technique. Ces jeunes ont reçu des notions tactiques et techniques nécessaires pour être des aides techniciens qualifiés. Ces jeunes seront des bons professionnels car ils ont été et ils seront instruits avec un sens élevé du devoir, tenant compte du souci de la hiérarchie d'avoir des hommes compétents pour répondre aux impératifs du moment, à savoir la recherche de la paix. La mise en œuvre et la maintenance de ces matériels constituent un défi de taille. Pour ce faire, la formation et le maintien en conditions opérationnelles du personnel demeurent des piliers importants dans la préparation des forces. C'est ainsi que cette année, nous avons initié le cursus certificat d'aptitude à l'emploi des techniciens aéronautiques pour nous permettre de générer localement un pool de spécialistes en technicité aéronautique et préfigurer les éléments constitutifs de notre future école de l'air. Ces éléments ainsi formés sont prêts désormais à accomplir les missions qui leur seront assignées. Nous vous proposons maintenant un extrait de l'interview du chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, nous parle du retour de l'émission Défense citoyenne sur ORTM1. L'officier supérieur aborde aussi la montée en puissance des FAMA sur le terrain. Par rapport à cet éditorial, moi je peux que vraiment me supporter et puis me réconforter de tous ces soutiens que l'ORTM est en train d'apporter aux FAMA dans le cadre de nos missions. Les forces armées maliennes aujourd'hui travaillent conformément à la vision de nos autorités politiques de la défense de la souveraineté du Mali aujourd'hui. Sachant que la défense et la sécurité représentent un pan très très important de cette souveraineté, les autorités ont mobilisé beaucoup de ressources. Il s'agit principalement de l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes. Et dans ce domaine, on a vu l'augmentation de la grille indiciaire, on a vu aussi l'augmentation de la prime d'opération. Il y a certaines infrastructures qui ont été réalisées dans le cadre des opérations. Il s'agit d'un camp de transit, principalement à Sévaré. Il y a beaucoup d'emprises qui ont été remises à niveau. Voilà, retrouvez cet entretien dans votre émission Défense citoyenne ce dimanche à 21h15 sur les antennes de ORTM1. Demain, lundi, à Koulikoro s'ouvre l'atelier de réflexion pour la création du pôle numérique agricole du Mali, placé sous la présidence du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Harouna Mamadou Touré. L'atelier va enregistrer la présence des ministres en charge de l'enseignement supérieur, du développement rural et de l'emploi, ainsi que des autorités politiques et administratives de Koulikoro. L'atelier va durer 3 jours. Le M5 RFP a tenu un point de presse. Les débats ont tourné autour du départ des forces Barkhane et Takuba, la montée en puissance de nos FAMA, entre autres. Boubacar Kanouté. Le M5 RFP, mouvement du 5 juin, un rassemblement des forces patriotiques, suit de près les questions intéressant la vie de la nation. Le mouvement renouvelle sa confiance aux autorités de la transition pour mener à bien les réformes nécessaires au bon fonctionnement de l'État. Il adresse une mention spéciale aux FAMA pour leur montée en puissance sur plusieurs fronts. Le M5 salue le départ des forces françaises Barkhane et Takuba. Le M5 RFP soutient sans réserve les autorités de la transition dans leur dynamique pour la stabilisation de notre pays. Et depuis, nos FAMA ont repris les choses en main en s'octroyant et en contrôlant l'entière coordination des théâtres d'opération. Le M5 RFP profite de cette belle occasion pour féliciter et remercier le gouvernement de transition sous le leadership des forces de changement symbolisées par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et son premier ministre,
le Dr Choguel Kokala Maïga, pour tous les efforts fournis sur fonds propres pour l'acquisition des équipements militaires et pour le réarmement moral des troupes dans un contexte géopolitique très difficile. Le M5 RFP réitère sa gratitude aux partenaires qui accompagnent le Mali pendant ces moments difficiles. Au peuple panafricaniste, le M5 RFP adresse sa reconnaissance fraternelle et ses remerciements pour son soutien opportun au peuple malien, à la communauté internationale pour leur appui multiforme dans la stabilité du Mali, notamment la Fédération de Russie, la Chine, la Turquie et d'autres. Ce point de presse a été l'occasion pour le mouvement du 5 juin de saluer le peuple malien pour son soutien aux autorités de la transition. Je le disais à l'ouverture de cette édition, nous recevons comme invité ce soir Abdelkader Maïga. Abdelkader Maïga est le président de la coalition contre la partition du Mali, Mali Tekla. Avec lui, nous allons évoquer la situation socio-politique du pays. Monsieur Maïga, merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir. Alors, Monsieur Maïga, parlez-nous d'abord de cette coalition et qui sont les membres? L'entente de mes propos, permettez-moi en tout cas de saluer les autorités de la transition, de saluer le peuple malien, puis les composantes de cette coalition. Le nom clair, en fait, c'est Coalition contre la partition du Mali, IGDA, Mali Tekla. Et IGDA, ça veut dire en tamashek, en quel tamashek, ça suffit. Ça suffit. Voilà. Et la composition, elle est simple. C'est vraiment beaucoup d'associations. Je me rappelle bien, il y avait le FOSC également, qui est quand même le forum des organisations de la société civile, et puis beaucoup de personnalités, de personnes ressources. Aujourd'hui, nous avions parmi les ministres au moins 3 qui appartenaient ou qui appartiennent toujours à cette coalition. D'accord. Donc, pour vous, l'heure est à l'union nationale et à la défense de l'intégrité du territoire. Et que faites-vous dans ce sens? Aujourd'hui, force est de reconnaître que le pays a besoin de l'union de tous les Maliens, de quelque bord politique que ce soit, de quelque confession religieuse que ce soit, de quelque position géographique que ce soit. Nous avions aujourd'hui un grand défi à relever. Et si on avait été compris par nos voisins ou la CEDEAO, ça allait nous faciliter la tâche. Mais malheureusement, du moment où nous n'avons pas été compris, nous devons encore redoubler d'ardeur. C'est pourquoi nous nous battons matin, midi et soir pour montrer aux uns et aux autres qu'il faut se supporter, qu'il faut se comprendre, qu'il faut accepter le repentir des uns et des autres, qu'il faut supporter que certains qui, de hier, étaient peut-être dans une autre dynamique, acceptent aujourd'hui changer pour prendre la bonne marche du pays. Il faut que les Maliens acceptent à transcender leur colère, à transcender les clivages pour pouvoir réellement aller dans le bon sens. C'est ce travail de fourmi que nous essayons de mener à longueur de journée et rappeler aux gens que cette transition est une chance pour que nous puissions redorer le blason de notre pays et rendre notre pays dans les années à venir un pays prospère. D'accord. Alors le pays est sous embargo plus d'1 mois maintenant. Que préconisez-vous pour sortir de cette crise? À ce niveau, il faut remercier la CEDEAO qui a quand même accepté envoyer encore des émissaires pour négocier et remercier et féliciter les autorités de la transition qui n'ont jamais fermé la porte à ce dialogue. Je pense que seul un dialogue franc et constructif peut nous permettre de sortir de cette crise. Malheureusement, ça ne peut pas se faire à tout prix. Ça, il faut que les Maliens le comprennent, il faut que la CEDEAO comprenne cela. Nous sommes prêts à tous les sacrifices, à faire les compromis qu'il faut, mais on ne peut pas, ou les concessions qu'il faut, mais on ne peut pas quand même dépasser le seuil. Alors, une nouvelle charte de la transition, M. Maïga, a été adoptée par le CNT avec des modifications, mais la question reste à la durée de la transition, 6 mois à 5 ans. Quelle analyse faites-vous de cela? En réalité, les gens se focalisent beaucoup sur la durée 6 mois à 5 ans, mais les gens ne se posent pas la question qu'est-ce qui est proposé durant ce temps.
C'est ça. Je pense d'abord qu'il faut encore féliciter surtout le CNT parce que la modification apportée au niveau de la charte et tout ce qui s'ensuit est une très bonne chose pour la conduite de la gouvernance de notre pays et ça corrige pas mal d'insuffisances de la charte. Mais lorsqu'on veut relire la loi électorale, on est obligé d'avoir des impacts sur l'autorité indépendante de gestion des élections. Il y a des attributions de cette autorité qui vont jouer forcément sur les attributions de la Cour constitutionnelle. Et les attributions de la Cour constitutionnelle vont jouer sur la Constitution du Mali. Et quand on veut faire tout cela, ça prend énormément de temps, surtout qu'il faut parler de l'aspect sécuritaire. Il faut parler de la réorganisation territoriale. Il faut parler du retour des déplacés et du retour des services sociaux de base dans les différentes localités. Donc, tout cela, en plus du fait que les recommandations, plus de 500 et quelques recommandations issues des assises nationales de la refondation qui viennent de se tenir, si on doit les mettre en application, c'est beaucoup de lois. La plupart sont même liées à ces premiers changements qui doivent être faits. Mais pour que ça soit suivi des faits, il faut que l'administration soit sur le territoire. Et il faut que la relecture, la nouvelle constitution soit effective. Donc la durée, pour moi, les gens doivent juste se mettre dans une dynamique de pouvoir rapidement appliquer ce qui est demandé. Et si on écartait les périodes hivernales, qu'on puisse les tenir dans un délai encore plus réduit que ce qui a été proposé jusqu'à preuve du contraire. D'accord. Alors, les soutiens à la transition ne faiblissent pas au Mali. Vous l'avez également vu dans ce journal. Des panafricanistes du Sénégal sont en route pour Bamako et à pied. Et comment qualifiez-vous ce geste, M. Maïga? Franchement, nous sommes tellement séduits. Le mot me manque, le qualificatif. C'était un geste extraordinaire pour magnifier la solidarité du peuple sénégalais, pour magnifier le panafricanisme. Et nous pensons que tout le peuple malien doit se réunir pour réserver un accueil digne de ce nom à ces Sénégalais qui sont en train de marcher. Nous pensons également que l'État doit prendre toutes les dispositions nécessaires, non seulement pour les protéger, les encadrer, les sécuriser, mais quand ils vont arriver à Bamako, les loger et les mettre dans des conditions idoines et faire de cela une communication étatique. Parce que ce qu'ils vont faire, l'image qu'ils sont en train de propulser, c'est une image qui montre que le Mali n'est pas seul et que nous ne subissons pas seuls les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO. 40 jours à pied. Un appel de Mali Tetla, le dernier appel? Oui, franchement, Mali Tetla, comme beaucoup d'autres, nous pensons que, je profite pour dire même le M5 RFP, nous pensons qu'il faudrait obligatoirement que les Maliens comprennent que le changement, il est douloureux. Le changement n'est pas un processus à court terme, c'est un processus à long terme. Le changement que nous demandons aujourd'hui ne peut pas se faire du tic au tac. Donc il faut que les Maliens se donnent la main, qu'ils s'arment de courage et de patience, mais qu'ils soutiennent également la transition, les autorités de la transition à aller dans le bon sens, parce que les actes qui sont posés jusque-là, rien que la montée en puissance des femmes qu'on vient de voir tout de suite, prouve réellement que nous sommes sur la bonne voie. Et nous sommes en train de redonner au Mali sa dignité, sa souveraineté et ramener l'intégrité territoriale que nous avions presque perdue. Merci bien, M. Maïga. Je rappelle que vous êtes le président de la coalition contre la partition du Mali, Mali Tetla. Merci. Merci. Suite donc de ce journal, le projet de lutte contre la malnutrition chronique au Mali a été officiellement lancé à Bamako. Ce projet sera mis en œuvre dans les régions de Kaï, Kita et Sikasso. Isaac Chenou a suivi la cérémonie de lancement pour nous. Affaires mondiales Canada se tient aux côtés du Mali pour s'attaquer à la problématique de la malnutrition qui est un frein au développement d'un pays. Action contre la faim est retenue pour assurer le suivi de la mise en œuvre de ce projet de lutte contre la malnutrition chronique soutenu par Affaires Canada, un projet désormais lancé. Il agira sur des déterminants majeurs de la malnutrition chronique. Cette approche intégrée permettra évidemment de manière globale de lutter contre la pauvreté en milieu rural et d'accroître la sécurité alimentaire et la santé, en particulier pour les femmes et les filles. Je voudrais noter
que le gouvernement du Canada, à travers sa politique d'aide internationale féministe, une politique de développement qui place le renforcement des droits des femmes et leur autonomisation au centre de toutes nos interventions, continuera par ses investissements à contribuer à améliorer la qualité et l'accessibilité des services de santé et de nutrition offerts aux personnes les plus pauvres et les plus vulnérables. La malnutrition est un enjeu majeur au Mali. C'est pourquoi la lutte contre ce phénomène fait partie des priorités du gouvernement malien. La sécurité alimentaire et nutritionnelle étant une fonction stratégique de développement, il est indispensable et nécessaire de mettre en œuvre des politiques qui renforcent l'autoproduction des aliments, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et des produits forestiers non ligneux. Et cela devrait être soutenu par la gestion sécurisée des ressources en eau, la création d'emplois et la réhabilitation d'infrastructures requises dans les zones rurales. Le projet qui vient d'être lancé dure 5 ans et concerne les régions de Kaï, Kita et Sikasso. Et c'est ce qui nous amène à faire le point Covid du jour. Les services de santé ont enregistré 7 cas positifs sur 987 tests réalisés, 19 patients guéris et 0 décès et 87 patients sont sous traitement. Et nous vous livrons le contenu de ce communiqué. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine informe l'opinion nationale que le gouvernement suit avec une grande attention l'évolution de la situation en Ukraine, un pays dans lequel vivent certains de nos compatriotes, conformément à sa vocation d'assistance et de protection de nos compatriotes vivant à l'extérieur. Le département rassure que toutes les dispositions adéquates sont en cours pour préserver la vie de nos compatriotes dans ce pays. Il rassure également qu'à ce jour, aucune victime malienne n'est à déplorer. Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et Dr Shogel Kokala Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement, et l'ensemble de son équipe expriment leur solidarité à nos compatriotes établis en Ukraine. Le gouvernement a mis en place un dispositif d'assistance pour leur venir en aide dans l'immédiat avant de procéder à leur rapatriement pour ceux qui le désirent. Le ministre se fera le devoir d'informer l'opinion nationale au fur et à mesure de l'évolution de la situation et appelle nos compatriotes à une stricte observation des mesures de sécurité. 24 février 1891, 24 février 2022, voilà 131 ans qu'a lieu la bataille de Djenna. Cet événement majeur qui illustre à suffisance la résistance héroïque des populations maliennes à la pénétration coloniale française a été célébré dans cette localité du Cercle de Blas. Pour la petite histoire, la bataille de Djenna a été marquée par un suicide collectif des guerriers. Les vestiges de cette bataille sont encore présents dans la localité. Envoyé spécial à Djenna, Jacqueline Dako et Bassi Traoré. Fondée en 1700 par Kibarou Diarra, Djenna, qui veut dire j'accepte en bamanankan, est un village qui s'est battu pour résister à la pénétration coloniale. Située à 37 km du Cercle de Blas, la commune rurale de Djenna garde jalousement une tradition qu'elle perpétue chaque année pour signifier aujourd'hui que le Mali n'a jamais été un peuple résigné. Ce combat pour l'honneur, ce combat pour la dignité, ce combat pour la souveraineté n'a pas commencé aujourd'hui. Nos aïeux nous ont légué des souvenirs et nous sommes venus justement leur rendre hommage. Nous avons fait ça pour rappeler au peuple malien que nous avons besoin de l'union sacrée autour de nos autorités. Ce festival nous rappelle une fois encore la nécessité pour nous unir, de resserrer les coudes, comme le dit un adage Bambara, Konakulu Djelé de Bebifo. Oui, aujourd'hui, plus que jamais, nous avons le devoir de cette union sacrée pour relever les défis sécuritaires et asseoir les bases d'un dialogue inclusif, constructif et de la réconciliation nationale pour un vrai développement durable au bénéfice de l'ensemble des populations maliennes. On recense parmi les sites touristiques la statue de Senko Koulibaly, une Amazone qui a joué un rôle prépondérant dans les différents échecs du colon dans sa conquête de Djenna.
La statue de cette dame qui garde son enfant au dos décapité par une balle ennemie illustre à suffisance le rôle important de la femme malienne dans nos sociétés traditionnelles. Senghor était une brave femme. Nous interpellons toutes les femmes à soutenir leur mari, quoi qu'il en soit. Le fait d'être une femme n'est pas un handicap. C'est elle le berceau de l'humanité. Senghor Coulibaly est un exemple et une fierté pour nous les femmes d'aujourd'hui. Son histoire nous enseigne qu'une femme doit toujours être aux côtés de son mari. Nous prendrons la relève de cette bravoure. Les vestiges de cette bataille historique de Djenna restent présents pour la prospérité et parmi ces vestiges, le vestibule des martyrs où les guerriers du village de Djenna s'étaient retranchés pour un suicide collectif, préférant la mort que d'être capturés par le général Archinar et ses hommes. Nous n'avons pas le droit d'oublier. Nous ne pouvons pas laisser une seule page de notre histoire dans l'ombre. Nous devons tout assumer, à plus forte raison, les pages les plus glorieuses. Que les populations, les habitants de Djenna demandent à ce que ces sites soient classés parmi les monuments historiques de notre pays n'est que légitime. Qu'ils demandent que ces faits glorieux soient enseignés dans les écoles également. Mais ils ont souhaité aussi qu'il y ait un musée ici. Je me suis engagé à apporter leur message là où il faut, mais allant au-delà, de remettre ma robe d'avocat et de plaider leur cause. J'espère que cette cause sera entendue. Autre temps fort de cette cérémonie, la visite guidée des invités au musée des armes de Djenna. Le puits sacré qui, en plus du vestibule des martyrs, regorge des martyrs de la bataille du 24 février 1891 et les tombes des premiers soldats blancs tués lors des premières batailles. Nous restons dans le même registre. La chronique Culture et Société de ce soir s'intéresse à la sortie et danse des masques Dogon. Ces masques sont des outils de communication dans le milieu dogonon. Les masques reflètent la richesse de l'histoire. Alpha Maïga, Alou Touré et Moussa Togo sont allés à la rencontre de Sékou Dolo, consultant en tourisme, et Moulay Coulibaly, ethno-sociologue, pour parler de ce patrimoine culturel. Les masques ne sont jamais figuratifs, ils sont objets de culte chez les communautés. Les masques sont des éléments du patrimoine culturel national, notamment du patrimoine culturel meuble ou mobilier, car ils revêtent une importance pour l'histoire, l'art, la science, la technique et la pensée. Comme le masque à l'origine a été difficile d'être mimé pour cette société Dogon, ils ont essayé de mimer d'abord sa propre société, d'où les anthropomorphes, et ensuite la faune, parce qu'en travaillant dans les champs, a connu les habitudes de cette faune. Ainsi, le rôle essentiel des masques est celui d'être un intermédiaire ou un fil conducteur entre les hommes et leur attitude dans la vie. Il sert de trait d'union entre le monde des vivants et le monde des morts. Et c'est ce qui facilite le passage vers ce deuxième monde-là. Le Ogon, c'est le patriarche le plus ancien, qui est donc le protecteur de cette communauté, qui est là, qui veille à sa communauté. C'est dire tout simplement que les masques incarnent des moyens d'expression uniques pour transformer une société. Ils sont donc et demeurent des outils de communication, d'où des fonctions très variées à cause de leur dimension rituelle. Au cours des travaux champêtres, l'homme a appris l'habitude des animaux. Et voilà pourquoi il a commencé à mimer les animaux aussi. La dame, c'est la sœur des masques, celle qui a été à l'origine de cette découverte. C'est elle qui a découvert le masque en brousse et c'est elle qui a transmis ça aux hommes. Donc, il fallait l'accepter au sein de cette société parce qu'elle ne pouvait pas ignorer les secrets de cette société. D'où son acceptation, d'où la seule femme qui peut accompagner les masques au cours de leur danse. Il y a aussi la fonction festive et sociale. C'est une fonction qui prend le pas sur la dimension sacrée. C'est une société secrète et cette société secrète, il faut bien qu'il y ait des guides. Et les anciens, c'est ceux qui guident le pas des nouveaux. D'où, parmi les anciens, il y a des chanteurs, des batteurs
et ceux qui initient au pas, qui précèdent les danseurs. Donc c'est cet ensemble qui fait le concert de cette société des masques. Les danses masquées annoncent généralement l'ouverture de fêtes. La sortie des masques, c'est à la cérémonie du deuil final ou des levées des deuils. Il y a un premier deuil et un deuxième deuil. Et au cours de ces danses, c'est les masques qui clôturent les deuils. Voilà pourquoi on utilise les masques. C'est pour faciliter le passage vers le monde de l'au-delà, pour accomplir ces rites. Au-delà du côté matériel, il y a l'intangible associé au masque, comme par exemple la sortie et la danse des masques, célèbrent différents événements en milieu communautaire, comme le début de la saison des pluies, pour présager des pluies abondantes, par exemple la fin des récoltes, pour rendre hommage aux esprits tutélaires, pour la bonne récolte, les pêches collectives ou même la battue du gibier. Les rites initiatiques ont lieu, par exemple, dans les bois sacrés. S'accompagnent généralement des formulations de vœux, d'immolation des bêtes et surtout d'offrandes en sacrifice au génie protecteur. Outre dans le pays des falaises, les masques reflètent la richesse de l'histoire, des mythes, des cultures de nos sociétés, de ce vaste pays, le Mali, qui s'étend sur plus d'1 200 000 km². Et l'association culturelle Guinadogon informe l'opinion nationale et internationale de l'intronisation du chef traditionnel appelé le Ogon et de l'installation du coordinateur des chefs de quartier de Bandiangara. C'est ce dimanche 6 mars 2022 à Bandiangara. L'actualité sportive, c'est tout de suite et maintenant avec Kodji Sibi. Bonsoir Kodji Sibi. Bonsoir Karijatou, bonsoir à tous. Alors, on commence par le football. Le championnat national de Ligue 1 joue sa 15e journée. Oui, au stade de Mamadou Konaté, Yélen Olympique cet après-midi a été accroché par AS Douane. Vous allez voir les images justement que vous apercevez avec notamment Yélen Olympique qui ouvre le score dans cette rencontre, notamment par Malik Z Dambélé. 1-0, on était à la 54e minute de jeu et Yélen Olympique, comme c'est un centre de formation, vous le savez, qui est en train de maîtriser le jeu, mais les Sikassois vont d'abord rater un penalty par Fodé Moussa Berté avant que celui-là même se rachète quelques minutes plus tard, puisque les Sikassois vont justement égaliser par le même Fodé Moussa Berté. Voilà, vous l'apercevez avec notamment cette égalisation. Donc, score final, 1 but partout entre ces deux équipes. Yélen Olympique et l'AS Douane de Sikasso. Et Karijatou Koné, on va poursuivre avec les résultats enregistrés aujourd'hui. Sensation du côté de Kita avec la victoire de l'USCK 2-1 aux dépens du stade malien de Bamako. Le Djurou Athletic Club s'est imposé sur le score large de 6-1 face à la Somme. Et puis au stade Diarra H, l'US Boukouba a battu Black Star de Badalaboukou par le score de 3-1. Rappelons hier la victoire du leader AS Bakarijan de Baroueli. Les hommes du président Amadou Baïba Kouma se sont imposés 1-0 face à l'AS Police. Et puis l'USFAS et le CS du Goulenflan ont partagé les points, 0 but partout. Les deux dernières rencontres de cette 15e journée se jouent ce lundi au stade Modibo Keïta. Le club olympique de Bamako affrontera l'AS Real et les 11 créateurs de Nyarela seront face à Afé. Ok, parlons à présent du noble art, la boxe. La Fédération malienne de boxe a organisé hier l'édition 2022 du championnat national. Oui, 3 régions et 5 clubs du district de Bamako ont participé à cette édition. Les responsables de la Fédération malienne de boxe ont trouvé des motifs de satisfaction. Écoutons Madame Bengali Mahawagino, elle est vice-présidente. Elle est au micro de Amara Malé Diallo. Voilà. On va tous
Mes impressions, elles sont satisfaisantes. Qui dit champion dit excellent. Donc ce soir, c'est le glou du championnat national 2021-2022. On a fait 10 combats ce soir et 9 combats hier. Donc 10 champions ce soir. Ça veut dire que la boxe malienne se porte très bien au Mali. Et presque toutes les régions, tous nos points focaux sont là, ont été représentés par des boxeurs évidemment. Donc je me sens fier et je me réjouis de la réussite de ce championnat 2021-2022. Voilà, Khadija Tchoukouni, nous reviendrons donc sur ces différents combats ce lundi dans l'émission Score. D'accord, on termine avec les nouvelles de l'athlétisme avec les championnats nationaux cadets qui ont pris fin hier. Oui, la compétition concernait notamment les jeunes athlètes des 6 zones définies par la Fédération malienne d'athlétisme. On note surtout que les athlètes de l'intérieur ont brillé. Je ne vous en dis pas davantage, écoutons plutôt et bien sûr le président de la commission des compétitions, il s'appelle Adama Kone, interrogé par Isaac Kinou. Les résultats sont promoteurs. Et vu les temps, par exemple au 100 mètres, les filles qui font 12 secondes aujourd'hui, c'est le même temps que les seniors aujourd'hui. Les filles, c'est des vrais cadettes. Les élèves surtout du lycée sportif, c'est des filles de 16 ans, de 17 ans, de 15 ans qui ont couru en 12. C'est le même temps que les seniors font aujourd'hui. Au 100 mètres hommes, les 4 premiers sont venus en 11. Là aussi, c'est le même temps que les seniors. Comme depuis que les championnats cadets ont commencé, on a vu que le niveau monte beaucoup au niveau de la catégorie inférieure. Surtout les nouveaux centres. Quand vous voyez aujourd'hui le centre de Bessoba qui n'est pas une grande ville, qui arrive à avoir 16 en sélection, plus que Bamako. La Ligue de Tombouctou a 34 sélectionnés. Donc, si on voit ce niveau, le niveau des performances, les podiums au niveau des régions, on s'en réjouit beaucoup. Ça veut dire que l'athlétisme n'est pas seulement à Bamako, ça veut dire que l'athlétisme est dans tout le pays. Voilà, rendez-vous dans un mois pour le traditionnel meeting de sang, toujours parlant d'athlétisme. Merci beaucoup, Kodi Sibi, et bon début de semaine. Merci. Alors, les fins de la 17e édition de Festi Mali Festi Reggae, hier samedi au Musée national de Bamako, l'édition 2022 était placée sous le signe de l'unité nationale. Le concert géant de clôture de la 17e édition a été la cerise sur le gâteau. Les temps forts avec Ibrahim Kaoukonaté et Aruna Diarra. Ce concert géant est le couronnement de 3 jours d'activités intenses menées au cours de cette 17e édition de Mali Festi Reggae. Les artistes nationaux et internationaux se sont succédés sur le podium. Chacun portait le message de l'unité nationale. L'idée, c'est l'unité en fait. C'est essayer de réunir tous les enfants des 4 coins du monde. Nous sommes là, c'est grâce à cet homme-là, ce grand homme qui est Bob Marley. Parce qu'à travers tous ces albums, on va dire, le point commun, on va dire, le sujet principal, c'est l'amour, l'unité en fait. C'est des frères africains, ça prouve l'intégration africaine, ça prouve que cette intégration, elle existe au Mali, et le Mali reste toujours un pays d'hospitalité. C'est pourquoi nous avons invité ça et là, tous ces gens, ils sont venus nous aider, et c'est une bénédiction pour nous. Ce rendez-vous annuel de Bamako a vu une participation massive des Rastas venus de partout. Malgré le contexte actuel, cette édition a tenu toutes ses promesses. Cette 17e édition, je m'en réjouis beaucoup. Je ne peux qu'exprimer mon entière satisfaction aussi par rapport à ce que je peux appeler ou qualifier d'exploit. Parce que chez nous, dans la communauté Rasta, nous avons nos sœurs qui sont nos mamans, qui sont nos femmes. Je suis satisfaite parce que le public a répondu présent à l'appel. Et puis, nos hôtes ont été très, très satisfaits de l'accueil qu'on les a réservés au Mali, que le public malien les a réservés. Donc, je peux dire que je suis satisfaite. Mali Festi Reggae rentre également dans le cadre du 77e anniversaire de la naissance de Robert Nesta Marley, dit Bob Marley, l'un des précurseurs de la musique reggae.
À suivre après ce journal, question d'actualité sur les réformes de l'administration douanière, 22 au total, 5 ont été déjà engagés. Quel sera l'impact de ces réformes sur l'économie malienne? L'ORTM ouvre le débat avec M. Sidi Mohamed Ag Ishrash, chef bureau d'études, appui et communication chargé du suivi des réformes, Madame Karambé Siramale, chef de division à la direction de la facilitation et du partenariat avec les entreprises, et Monsieur Aboubakar Sidiki Kone, coordinateur du centre. C'est un débat animé par Sira Batili. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous et que Dieu vous bénisse.